Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien avec toujours cette chaleur insupportable. Alors aujourd'hui on va continuer la lecture des secrets cachés de l'histoire de France. Alors c'est parti, on en était ici. Installez-vous confortablement et moi je vais commencer la lecture. Alors, sous les aisselles d'Henri IV. On connaît Henri IV pour son panache, sa boule au pot et ses conquêtes amoureuses. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on pouvait aussi le reconnaître les yeux fermés. Le bon roi sentait fort et pas seulement la gloire. Car voilà un fait que les manuels d'histoire mentionnent rarement. Le bon roi Henri, ce monarque admiré, ce séducteur, invétéré, ce héros de guerre, était aussi connu de son vivant pour exhaler des parfums qui n'avaient rien à voir avec les roses de Provence. Celui qui promettait le confort à son peuple n'en offrait pas toujours à son entourage. L'air se chargeait vite d'une présence royale difficile à ignorer. Avant de juger trop sévèrement notre héros malodorant, rappelons que les standards d'hygiène de la fin du XVIe siècle différaient radicalement des nôtres. À cette époque, les bains complets étaient considérés avec méfiance par la médecine. On pensait que l'immersion dans l'eau chaude ouvrait les pores de la peau et rendait le corps vulnérable aux impuretés. L'eau elle-même, souvent stagnante ou mal filtrée, pouvait effectivement être source de maladies. Les médecins royaux, gardiens de la précieuse santé du monarque, déconseillaient donc les bains trop fréquents. Henri IV ne faisait que suivre les prescriptions médicales de son temps en évitant les baignoires. La propreté s'obtenait alors par d'autres moyens. On se frottait vigoureusement avec des linges secs ou humectés de vinaigre aromatique. On utilisait abondamment les poudres parfumées et surtout on changeait fréquemment de linge de corps. Mais ces mesures, si elles permettaient de renouveler la couche de textile en contact avec la peau, ne suffisaient manifestement pas à neutraliser complètement les effluves naturels d'un homme robuste et actif. Car Henri IV n'était pas un roi de salon. Ancien chef de guerre, il avait passé une grande partie de sa vie à cheval, traversant la France pour conquérir son royaume. Sa transpiration abondante était probablement le résultat de cette vie active qu'il continuait de mener après son accession au trône. Sous son pourpoint de soie, le roi gardait le corps musclé et vigoureux du cavalier béarnais qu'il avait été, les conséquences olfactives que cela impliquait. Plus surprenant encore, il semblait presque cultiver cette rudesse naturelle. Là où d'autres souverains se seraient noyés sous les parfums pour masquer leur odeur corporelle,
corporelle, Henri IV montrait une réticence marquée envers les senteurs trop prononcées. Plusieurs anecdotes rapportent son agacement face aux courtisans trop parfumés ou aux dames qui abusaient des eaux de senteur. On peut alors se demander comment un homme à l'hygiène douteuse a pu séduire autant, car malgré ou peut-être grâce à son naturel peu parfumé, Henri IV conquit les cœurs de nombreuses femmes, des plus humbles aux plus aristocratiques. Le roi Vert-Galant, comme on le surnommait, collectionnait les maîtresses avec un succès qui ferait pâlir bien des séducteurs modernes. La réponse tient sans doute à plusieurs facteurs. D'abord, le charisme indéniable du personnage, son humour, sa vivacité d'esprit et sa générosité compensaient largement ce petit désagrément. Ensuite, son statut royal rendait certainement plus tolérable des particularités qui auraient été rédhibitoires chez un simple gentilhomme. Enfin, les standards olfactifs de l'époque étaient bien différents des nôtres. Dans un monde où les odeurs corporelles étaient omniprésentes, le nez des contemporains était probablement moins sensible, plus habitué à composer avec des environnements que nous jugerions aujourd'hui insupportables. D'ailleurs, Henri IV n'était pas le seul monarque à négliger quelque peu sa toilette. Louis XIII et même Louis XIV restèrent prudents vis-à-vis des bains complets, préférant, comme beaucoup, une toilette partielle régulière. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les bains redeviennent progressivement à la mode dans les hautes sphères de la société française. On peut se demander, non sans malice, si ce roi peu regardant sur sa propre hygiène était vraiment le mieux placé pour se soucier du quotidien de son peuple. Et pourtant, tout le paradoxe d'Henri IV est là, négligent dans sa personne mais méticuleux dans sa politique, rustique dans ses manières mais sincèrement attaché au bien-être de ses sujets. Un homme propre dans ses intentions mais pas forcément sous ses aisselles. Les Mignons d'Henri III, le Louvre, 1578. Les chandelles dessinent des ombres dansantes sur les murs tandis que les rires fusent dans la grande salle. Au centre de l'attention, un groupe de jeunes hommes éblouit l'assemblée, vêtus des plus fines étoffes, le visage poudré, les cheveux savamment coiffés. Ils rivalisent d'élégance et de bons mots. Un collier de perles ici, un pourpoint de soie là, des manchettes de dentelle partout. Ces bancs magnifiques qui font tourner toutes les têtes, masculines comme féminines, sont les célèbres Mignons d'Henri III, ses favoris royaux dont les noms résonnent encore dans les chroniques du temps. Caylus, Morigeon, Maugiron, d'Épernon, Joyeuse. Mais qui étaient ces jeunes gens qui ont tant fait jaser la France du XVIe siècle? Bien plus que de simples courtisans efféminés, les Mignons constituaient un véritable phénomène politique, social et culturel qui nous en dit long sur les mœurs et les rivalités de cette époque troublée. Le terme mignon, qui n'avait alors rien de péjoratif, désignait simplement un favori, un proche, un ami privilégié du roi. Ces jeunes hommes formaient un cercle de fidèles qui servait aussi de contrepoids politique face aux grands seigneurs du royaume. L'apparence extravagante des Mignons n'était pas le fruit du hasard. En adoptant ce style précieux, collerette rigide, manches volumineuses, bijoux tape à l'œil et parfums enivrants, ils affichaient leurs appartenances à un monde nouveau, celui du raffinement. De
de la culture italianisante, de la sophistication que le roi lui-même avait rapporté de ses voyages d'Italie. Dans un royaume déchiré par les guerres de religion, où la rudesse masculine était la norme, cette affirmation d'élégance prenait des allures de manifeste. L'influence des mignons était bien réelle, mais pas toujours dans le sens que l'on croit. Certains, comme le duc de Joyeuse ou le duc d'Épernon, devinrent de véritables piliers du régime, occupant des fonctions importantes et servant fidèlement le roi. D'Épernon notamment fut gouverneur de plusieurs provinces et conserva son influence jusque sous le règne d'Henri IV. Ces hommes n'étaient donc pas de simples ornements de cour, mais de véritables acteurs politiques, ce qui explique en partie la haine qu'ils suscitaient chez les grands seigneurs traditionnels, furieux de voir ces nouveaux venus accéder si rapidement aux plus hautes sphères du pouvoir. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors du tristement célèbre duel des Mignons, le 27 avril 1578. Ce jour-là, près de la porte Saint-Antoine à Paris, 3 favoris du roi, Caylus, Maugiron et Livaro, affrontèrent en duel 3 partisans des Guises menés par le baron de Riberac. L'affrontement d'une violence extrême se solda par la mort de Maugiron et Riberac sur le champ, tandis que Caylus, grièvement blessé de coups d'épée, agonisa pendant 33 jours sous le regard éploré du roi. Henri III, inconsolable, fit ériger de somptueuses tombes à ses favoris dans l'église Saint-Paul. Ainsi s'achève l'histoire des Mignons d'Henri III, à la fois élégants et redoutables. Ils ont marqué leur temps, autant par leur audace que par leur excès. Ils laissent derrière eux l'image d'une cour où la mode, le pouvoir et le danger se mêlaient étroitement. Un château pour séduire. Au cœur de la Sologne sauvage, un palais surgit des marais comme un rêve d'architecte amoureux. Chambord. La folie de Pierre, la plus romantique de la Renaissance, ne serait pas née d'un simple caprice royal, mais d'une histoire de séduction. Car derrière ce chef-d'œuvre architectural se cache un roi qui savait que le chemin vers le cœur d'une dame passait parfois par quelques millions de pierres de taille. François Ier, ce grand roi à la barbe fournie et au profil si reconnaissable, n'était pas seulement un monarque guerrier et un protecteur des arts. Il était aussi et peut-être surtout un séducteur inlassable. À 25 ans, déjà veuf et remarié, il collectionnait les conquêtes féminines avec la même passion que les manuscrits italiens. Et quand l'objet de son désir se montrait récalcitrant, le roi ne reculait devant aucune dépense pour l'impressionner. C'est ainsi qu'en 1519, il décida de transformer un simple pavillon de chasse en Sologne en un palais digne des plus grands rêves de la Renaissance. Selon la légende, c'est pour éblouir la belle comtesse de Toury, dont le domaine bordait ses terres royales, que le souverain aurait lancé ce projet titanesque. Le chantier mobilisa des centaines d'ouvriers et aurait duré près de 3 décennies. Lui qui espérait éblouir sa belle rapidement dut patienter et sans doute trouver d'autres moyens de lui faire la cour entre-temps. Pour concevoir ce royaume, François Ier s'entoura des meilleurs talents. Léonard de Vinci, installé à Amboise depuis 1516, n'eut sans doute pas le temps de participer au chantier avant sa mort en 1519, mais son influence, notamment sur le plan et l'escalier central, semble avoir inspiré les architectes de Chambord. Car l'élément le plus fascinant du château, l'escalier à double révolution, porte sa marque. Ce chef-d'œuvre technique permet à 2 personnes de monter ou descendre en même temps sans jamais se croiser, bien
bien qu'elle puisse s'apercevoir à travers les ouvertures centrales. Quelle métaphore plus parfaite du jeu amoureux royal, avec ses deux volets qui s'enroulent sans jamais se croiser. L'escalier en colimaçon de Chambord offrait bien des avantages. On pouvait monter pendant que l'autre descendait, se frôler sans se rencontrer, ou s'échapper discrètement sans se faire repérer. Avouons-le, pour un roi aussi porté sur la galanterie que François Ier, c'était sans doute l'invention idéale. L'architecture entière de Chambord semble conçue pour le plaisir et la séduction. Sa symétrie parfaite, son plan en croix grecque, ses terrasses qui permettent de longues promenades à l'abri des regards indiscrets, tout évoque un écrin romantique plutôt qu'une forteresse militaire. Avec ses plus de 400 pièces, ses centaines de cheminées et sa forêt de tourelles et de lucarnes, Chambord déploie un décor digne d'un conte de chevalerie. Un univers où François Ier se plaisait à mêler grandeur et séduction. Mais l'ironie de cette histoire d'amour architectural tient dans un détail surprenant. François Ier ne séjourna que très rarement à Chambord. En tout, il n'y aurait passé guère plus de quelques semaines, réparties en courts séjours de chasse. Et était-ce parce que le château, malgré ses centaines de pièces, restait inconfortable? Parce que les immenses pièces étaient impossibles à chauffer? Ou tout simplement parce que, tel un amoureux papillonnant, le roi s'était déjà tourné vers d'autres projets, d'autres châteaux, d'autres cœurs à conquérir? Le plus probable est que Chambord ne fut jamais vraiment destiné à être une résidence permanente, mais plutôt un théâtre de prestige, une scène sur laquelle le souverain pouvait, occasionnellement, recevoir avec magnificence. Il incarnait la grandeur de la France et la puissance de son roi. Quant à la dame qui avait inspiré cette folie bâtisseuse, l'histoire ne nous dit pas clairement si elle fut conquise par ce geste grandiose. Mais comment résister à un homme qui fait surgir des centaines de pièces et de cheminées de terre pour vous plaire? Le roi chevalier avait simplement poussé à l'extrême la logique du cadeau amoureux. Pourquoi offrir un simple bouquet quand on peut offrir un château? Voilà les amis, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous a plu. En tout cas, moi, oui. On continuera d'autres petits passages de ce superbe livre un peu plus tard. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous avoue, je tourne cette vidéo. Nous sommes jeudi. Donc, à l'heure où cette vidéo va sortir, le match de la Coupe du Monde, la finale, bon, on la connaît déjà, c'est Espagne-Argentine. Va se dérouler. Au moment où cette vidéo sortira, il y aura le coup d'envoi. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est qui va gagner la Coupe du Monde. Je vous avoue, moi, j'ai un petit penchant pour l'Espagne. J'espère que l'Espagne va gagner. Par contre, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, on saura déjà si la France sera 3e ou non. Mais là, maintenant, moi, je ne le sais pas. La magie du temps. Voilà, les amis.
fais de très gros bisous. Restez à l'ombre, buvez de l'eau, soyez prudents. Je vous fais de très gros bisous. Soyez heureux, profitez de l'instant présent et de vos proches. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Profitez de la vie. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo les